Je me présente François Klein, je suis producteur de films VR avec une spécialisation particulière sur la fiction et les expériences narratives à 360 degrés. J'ai commencé à étudier la réalité virtuelle. Bon, moi j'ai beaucoup travaillé, je viens de la télé, j'ai pas mal été en production en tant que chargé de prod sur des films en 3D relief. Donc j'ai un certain goût pour les nouvelles technologies. Et en 2013, quand j'ai essayé un Oculus Rift DK1 pour la première fois, pour ceux qui l'ont essayé, c'est celui où on voyait plus les pixels que l'image. Donc c'était assez intéressant. Et tout de suite, la question que je me suis posée, c'était qu'est-ce qu'on peut raconter comme film avec ça, genre en vidéo? Moi, je venais de travailler sur un film en stéréoscopie 3D qui était entièrement au point de vue subjectif. Et on a essayé de mettre le film dans un Oculus pour le regarder, donc évidemment ça n'a pas marché du tout, mais c'est comme ça qu'on a eu plein de questions qui se sont soulevées. Donc j'ai beaucoup étudié la question, j'ai fait des recherches, j'ai rencontré des gens, je me suis rapproché de sociétés faisant de la technique, et j'ai réalisé, en fait, ça a produit ça, un livre que j'ai écrit sur comment réaliser son film en réalité virtuelle, et qui donne des clés de compréhension sur l'écriture et la mise en scène, qui est disponible aujourd'hui auprès de MediaQuest, pour ceux qui connaissent le magazine. Voilà. Pourquoi je me suis intéressé à la réalité virtuelle et à la production 360? Parce qu'aujourd'hui, faire un film en 360, ça ressemble un peu à ça au niveau de l'organisation du travail. Donc quand on est producteur, c'est un vrai casse-tête au début, notamment quand on commence à se rendre compte que le montage d'un film en VR, ça commence avant le tournage. Donc au moment où on fait le storyboard, parce que oui, on peut faire du storyboard en VR, et c'est même plutôt indispensable. Au niveau de la narration, il y a plusieurs choses qui sont à prendre en compte. Plusieurs formes narratives, on parlait de plan-séquence. Le plan-séquence, ce n'est pas une fin en soi. Le montage est bienvenu et marche parfaitement sous certaines règles. De façon générale, en fait, on peut faire plein de choses en 360 et en VR, mais c'est vraiment il faut être très précis, très pointilleux et anticiper un maximum de choses. Alors voilà en gros les nouveaux métiers de la VR. Je pourrais parler des heures sur tous ceux qui sont à gauche, mais ce soir je vais me concentrer plutôt sur les trois de droite, qui me paraissaient essentiels en un certain laps de temps. Donc, producteur VR. Ça commence par trouver un bon scénario. Beaucoup de gens qui écrivent des scénarios en VR viennent du format traditionnel et du coup ne maîtrisent pas forcément les nouveaux codes d'écriture qui commencent à se mettre en place. Je ne dis pas que c'est figé, ça bouge tous les jours. Des paradigmes qu'on avait établis l'année dernière, on arrive à les franchir aujourd'hui, à les dépasser. Donc ça bouge. Mais c'est très difficile pour autant de trouver un scénario qui fonctionne. Donc en tant que producteur, on a un vrai travail d'accompagnement à faire auprès des scénaristes pour leur expliquer qu'il faut revoir la copie et que même si le fond de l'histoire est intéressant, il y a certains ressorts de mise en scène qui ne sont pas forcément adaptés à la réalité virtuelle. Après, vous avez vu le schéma précédent, donc structurer le projet, j'imagine que vous avez une petite idée de à quoi ça peut correspondre. Donc notamment le dépouillement, j'ai parlé tout à l'heure des séries. La mise en scène, le storyboard et le workflow de production, puisqu'on peut travailler aussi bien... on peut travailler avec différentes caméras aujourd'hui. On a tous commencé à la GoPro, les petites caméras. Moi, je sais que je suis passé sur des Blackmagic. Aujourd'hui, je travaille sur des rigs 360 pour des RED, des caméras RED Weapon, puisqu'en fait, le marché aussi bougeant très vite. Là où l'année dernière, on se contentait d'un master au format 4K, aujourd'hui, on commence à avoir des demandes à l'international pour du 8K. Et d'ici la fin d'année, on montera encore plus en résolution. Donc on monte aussi, nous, en gamme, en production, donc avec des caméras RED, des Alexa aussi, avec des workflows beaucoup plus complexes. L'avantage de tourner avec des caméras de cinéma, c'est que ça va attirer les gens du cinéma. Et nous, en tant que producteurs, surtout de fiction VR, on essaye vraiment d'attirer les gens du cinéma parce qu'ils ont... un regard sur l'image, un regard sur la mise en scène. J'essaie de pas trop traîner sur chaque poste et puis je répondrai à toutes les questions que vous voulez après, c'est pas un problème, enfin au moins pour celles auxquelles je peux répondre.
Trouver les bons partenaires, oui, parce que la VR ça coûte cher, donc tout seul c'est difficile à assumer. On part beaucoup sur des coproductions. Tout à l'heure, quelqu'un posait la question, je crois, du coût d'un film en VR. Voilà, grosso modo, les fourchettes de prix. Une journée de tournage, on va dire, pour un plan fixe en caméra GoPro avec le minimum de personnel nécessaire à la bonne réalisation du tournage, ça va être 10 à 30 000 € la journée pour un plan de caméra fixe. Et en post-production, ça peut être variable. La post-production, elle dépendra vraiment de comment vous avez préparé votre film en amont. C'est-à-dire que si vous avez de mauvaises caméras, un mauvais rig de caméra, qui n'est pas forcément très bien adapté, pour un plan de 10 secondes, s'il est mal préparé, vous allez passer peut-être 3 jours à le stitcher, alors que le même plan de 10 secondes bien préparé, vous allez juste y passer 3 heures. Donc, ou grand max, ou 30 minutes, si tout roule. Donc voilà, les coûts peuvent être variables. Oui, alors stitcher, c'est vrai que je vais en venir après, je viens après. Quand on tourne en 360, on tourne en multicaméra. Donc on a plein d'images différentes de caméras, et le rôle du stitcher, ça va être en fait de recoller les images entre elles, donc de les coudre, d'où le terme stitch en anglais, coudre, et de construire une seule et unique image à 360 degrés cohérente, sans que l'on puisse voir les liaisons entre chaque image. Voilà, le travail du stitcher, essentiellement, à la base, ça va être ça. Après, on va beaucoup plus loin quand on est pointilleux et qu'on aime bien aller dans les détails. Mais pour finir, garantir la bonne fin du projet. Donc, oui, c'est pas toujours évident, ça peut prendre du temps, mais c'est quelque chose qui laisse... qui a quand même une certaine satisfaction quand à la fin on a un bon film qui marche bien, que les gens l'apprécient. C'est toujours cette satisfaction d'avoir fait du bon travail. Le superviseur 360. On parle aussi de sphérographe. Tout à l'heure, Simon parlait de stéréographe pour le 3D relief. Pour la 360, comme on est dans une sphère, en fait, on peut l'appeler le superviseur 360 comme sphérographe. Lui, il intervient à toutes les phases d'un projet, puisqu'il va être le lien entre les équipes de préparation du film, les équipes de tournage et les équipes de post-production. Notamment par ses conseils, qu'ils soient techniques ou artistiques. Il va surtout essayer de se tenir aux volontés artistiques du réalisateur et du scénario, et de proposer des caméras qui fonctionneront et qui feront en sorte que le plan soit réalisé correctement. D'ailleurs, à ce propos, on peut très bien utiliser différentes caméras pour un même film. On peut utiliser différents rigs de caméras, ça dépend de l'espace dans lequel votre scène se déroule. Si vous êtes dans des espaces réduits, forcément, vous allez travailler avec des petites caméras. On travaille, en ce moment, on essaie de développer du 360 en macroscopie, donc c'est pas évident non plus. Donc, on peut être dans des très petits espaces comme dans des très grands espaces, avec des lumières plus ou moins importantes. Pour ceux qui ont déjà travaillé avec des GoPro, vous savez que comme c'est des petits capteurs sur les GoPro, l'image peut très vite être bruitée quand il y a peu de lumière. Donc voilà, c'est plein de problématiques auxquelles le superviseur va tâcher de répondre et faire en sorte que le tournage et surtout la post-prod se passe bien, puisqu'il fait l'intermédiaire aussi avec le stitcher et les équipes derrière qui prendront les différentes images en charge et qui finaliseront le film. Le stitcher. Donc ça, je vous ai expliqué quel était le principe du stitcher. Ça va pour tout le monde, le principe du stitcher? Oui? D'accord, très bien. Donc les principaux outils aujourd'hui utilisés, c'est Video Stitch Studio, Color Autopano Vidéo, qui vont en fait prendre en charge les différentes images et ils vont chercher entre les images des points de similarité. Et c'est ce qui va permettre en fait de recoller les images entre elles. Il va coller comme, vous savez, les jouets pour enfants, le triangle dans le trou du triangle. Bon, voilà, il va faire le recollement entre chaque image en fonction des points de similarité. On utilise aussi Nuke, qui est plus professionnel comme logiciel par rapport à Video Stitch et Autopano Vidéo. Attention, qui font du très bon travail, mais qui sont d'un usage plus destiné pour la GoPro. Si on monte en qualité au niveau du technique, des rigs,
des choses beaucoup plus complexes, on est mieux sur des solutions plus professionnelles comme Nuke. Voilà, par exemple, là, on a une image qui a été stitchée. Donc, on appelle ce type d'image écouille rectangulaire. Puisqu'en fait, il s'agit ni plus ni moins de votre image sphérique, mais aplatie. C'est le principe du planisphère. Donc, ça veut dire que le bord d'image ici, sur votre sphère, il viendra rejoindre le bord d'image là. Et la chose importante, c'est que le point fondamental à retenir sur une image écouille rectangulaire, c'est qu'au centre de l'image, c'est le point central de tous vos plans. Et ça veut dire que le point central, c'est ce que verra l'utilisateur quand il regarde droit devant lui, dans tous les players. Donc ça, c'est des choses à connaître aussi qui peuvent servir pour la mise en scène, notamment sur les raccords de montage. Voilà, en gros, ça ressemble à peu près à ça avant de faire le stitch. Bon, c'est un peu exagéré, hein. C'est un montage photo exagéré, mais avant le travail du stitcher, quand vous recollez toutes les images entre elles, ça peut ressembler à ça. Voilà, donc après, d'où l'intérêt de rechercher les points de similarité, de refaire je dirais pas un étalonnage, mais uniformiser la lumière entre chaque caméra, parce que forcément, si vous avez une lumière de face, les caméras qui ont capté l'image derrière, elles auront moins de lumière sur le capteur que celle de face. Donc voilà, il y a des uniformités à faire sur l'image, et ça va faire partie du travail du stitcher, qui est avant l'étalonnage. Comme je disais, par exemple, tu vois là, typiquement, alors l'image n'est pas de très bonne définition. En haut, vous avez les différentes images issues d'un rig GoPro, je crois. Et donc là, voilà, ça peut ressembler à ça, les logiciels du type Nuke. Donc Nuke, on va pouvoir rentrer dedans les paramètres du rig de caméra. Il va prendre en compte les optiques, le type d'optique, la marque, le diaph de l'optique. Vous allez pouvoir rentrer les informations des capteurs de la caméra. Vous allez pouvoir rentrer les informations d'espacement entre les caméras. Donc c'est pour ça que c'est un logiciel vraiment plus professionnel. Et du coup, il va reconstituer, je dirais quasi automatiquement, il va faire un pré-calcul des raccords d'image entre chaque caméra. Et donc là, vous voyez, vous avez typiquement les différentes images qui se croisent. C'est souvent là où on essaye d'avoir les points de raccord de stitching. Ils se trouvent justement au niveau de la jonction de ces différentes images. Sur cet extrait, vous pouvez voir les différentes images avec le trait rouge qui vous montre la jonction entre les différentes images d'une prise de 360. Et ce qu'on essaye de faire, et c'est pas uniquement le travail du stitcher, c'est tout le travail en avant-production, d'où l'importance de choisir le bon matériel, le bon rig, les bonnes caméras, et réfléchir à l'espacement entre les caméras, et donc le nombre de caméras. C'est que souvent, vous voyez dans les images 360, vous avez les images qui sont un peu cassées sur les points de couture. Et ça, c'est dû typiquement, c'est des choses qui peuvent être évitées avec un bon travail en préparation. Voilà. J'espère avoir fait le tour, avoir pu répondre à quelques-unes de vos questions. Je reste disponible pour toutes celles qui travaillent encore un peu sur le sujet. Forcément, vous avez vu mon livre, je traite tout ça avec plus de détails dans mon livre, donc n'hésitez pas si vous avez envie d'en connaître un peu plus. Moi, j'ai fait ce livre parce que, comme je le disais au début, je venais du monde de la 3D et j'étais un peu attristé, désespéré de voir des gens arriver sur le marché de la 3D, se réclamant producteurs ou réalisateurs de films 3D relief et qui se contentaient juste de mettre 2 caméras côte à côte, sans avoir compris en fait le fonctionnement et le principe de la stéréoscopie 3D. Et je me suis dit que ce livre-là pourrait permettre justement à aider les gens qui veulent se lancer dans la 360 à appréhender et comprendre la technologie pour bien faire son premier film. J'ai fait pas mal de films et de jeux vidéo en réalité virtuelle. Et il y a un problème sur certains films qui sont, à mon avis, produits assez rapidement. C'est la taille qu'on a à l'intérieur de l'univers. C'est-à-dire que, je me rappelle, j'avais fait un truc où j'étais dans un match de basket. Alors bon, déjà, je suis pas très grand à la base, mais là, j'ai vraiment le sentiment d'avoir une taille qui n'était pas humaine. Comment vous réglez ce problème-là de la taille de la personne? Alors déjà, ça se règle notamment par la hauteur de la caméra. Par rapport au sol, on essaye d'être sur une hauteur moyenne entre 1m50 et 1m70, ce qui permet... plus proche d'un mètre 70, ça fait à peu près cette taille-là, le point de vue. Parce que, moi, par expérience, j'ai eu l'occasion de remarquer que sur cette gamme de hauteur, on peut apprécier l'expérience tout aussi confortablement que l'on soit assis ou debout. Après, si vous tournez en stéroscopie, il y a d'autres règles de la stéroscopie 3D qui rentrent en jeu, puisqu'en fait...
notamment en ce qui concerne l'anthrax et la parallaxe, parce qu'entre les objectifs, comme on a plusieurs objectifs, et c'est un peu le problème qu'on a sur les mauvaises vidéos recollées, où vous avez des effets fantômes dans les images, c'est à cause de la parallaxe, parce que vous avez les personnes qui arrivent, il y a une parallaxe trop importante, enfin, une distance trop importante, j'essaie de ne pas trop froisser les puristes de la stéréoscopie 3D, il y a une distance trop importante entre chaque caméra, et du coup la personne est trop proche, et du coup les caméras interprètent différemment la position dans l'espace, puisque le point de vue est différent. C'est un peu comme quand vous visez avec un fusil, vous fermez un œil, vous êtes aligné avec votre cible, si vous ouvrez le deuxième œil, la cible elle n'est plus alignée, c'est un peu et c'est ce qui génère les effets de ghosting. Et bon après les effets maquettes et tout ça, mais je traite tout ça dans mon livre, je serais trop barbare pour beaucoup d'entre vous, je pense. Si j'ai bien retenu, il y avait 3 sujets principaux. Le business model, la formation et les questions de réalisation. Avant, je vais rebondir sur la dernière intervention, la différence entre la VR et la 3D. Le coût des lunettes qui ne marchent pas. Pour la VR, si, ça va marcher. Pourquoi ? Parce que quand on regardait un film en 3D, on était chez soi et on était devant son écran. Et quand on regarde un film chez soi, souvent on fait autre chose. Qu'en VR, on ne peut pas faire autre chose pendant qu'on a le casque sur les yeux. Donc c'est une activité active de la part de l'utilisateur. Il n'y a pas juste mettre des lunettes et s'occuper d'autre chose. Il est vraiment concentré sur ce qu'il regarde. Au niveau de la commercialisation, c'est le marché qui est en train de se former. Alors ça bouge beaucoup, mais il est en train d'imposer un certain format. On parlait des web-séries, du minutage des programmes. On commence à se rapprocher à des demandes pour des expériences de moins de 10 minutes. D'une part pour des questions, on va dire, physiologiques, où ça peut être difficile pour certaines personnes de supporter une image d'un écran si près des yeux pendant un peu plus de 10 minutes. Et surtout pour une logique économique, puisqu'on commence à voir fleurir en France et à travers le monde des cinémas VR. On disait que le cinéma était mort avec la VR, en fait c'est pas vrai du tout. Il y a des salles où les gens payent un ticket d'entrée, ils payent 12 € pour 20 minutes d'expérience, par exemple. C'est le cas notamment MK2VR à Bibliothèque François Mitterrand. Et du coup les gens ils achètent du temps de programme et on leur propose des playlists ou des programmes à la carte. Donc effectivement, si vous faites un film de 15 minutes et qu'ils achètent 12 € 20 minutes de programme, sur les 5 minutes restantes, ils n'ont pas grand-chose à voir. Donc ils ont le sentiment de rester un peu sur leur faim. Et du coup, on est sur des formats courts ou sériels. Et c'est très intéressant pour la forme, pour différentes questions d'écriture et de rythme dans la narration.